Le journal de Catherine Pozzi, année 1924. 1er janvier 1924. Note de la lectrice, elle écrit à un ami perdu à la guerre en début de chaque année. 1er janvier 1924. Ma vie, mon esprit, je suis la même chose que vous pour l'éternité. À travers vous, je vais vers Dieu. À cause de vous, j'exige de moi ma difficile réalité. Nous serons ensemble parce qu'il le faut dans un soleil qui n'est point encore, et que nous aidons à créer par la peine infinie, et la volonté d'un amour qui ne connaît pas, et pourtant trouve. 5 janvier 1924, plus 4 jours. De retour, après la conférence Valéry, note. Cette conférence de Paul Valéry portait sur l'homme du Moyen Âge et l'homme de la Renaissance. Je m'étends sur 2 chaises au coin du feu. À la salle de la Société de géographie, toutes les places étaient prises. Note de la lectrice. Ce début de livre, janvier 1924, fait suite 1 mois après à la fin du cahier 1923. Reprise. À la salle de la Société de géographie, toutes les places étaient prises. Derrière moi, femme d'Harcourt en petit gris, à côté comtesse de Ludre et Mulfeld, au fond Hélène Doumic, note. Hélène Doumic, épouse de René Doumic, est l'une des 3 filles de Hérédia, et donc la sœur de Marie de Régnier. Hélène Doumic et son époux, le repu des 2 mondes, plus loin le prince de Bassiano et des Gotha de place en place, entre des littérateurs et du vrai public. Paul Valéry en jaquette râpée, très pâle, très ridé, très contracté, dur, sec, la bouche sèche pour parler, et pourtant de l'écume au coin des lèvres. Conférence indifférente. Il dit de plus belles choses à 2 ou à quelques-uns. À la sortie, Hélène Doumic, l'Académie elle-même, félicite l'organisation en ne parlant que du programme musical. Régnier, que j'avais amené, disait « Allons l'entendre bafouiller ». Les hyènes des lettres. Marie, n'étant pas venue, disant « Ça m'embête ». Son ami Chaumex non plus, car il va se présenter au fauteuil que pourrait atteindre celui-ci. Note. André Chaumex ne sera élu à l'Académie française qu'en 1930. Nous partons jeudi, cela me rend triste, j'adore Paris. Ah, que ces 8 ans d'exil furent durs à vivre, j'ai besoin de Paris, j'y suis légère, tout m'y parle, là-bas je me retrouve, et moi c'est mon passé. Il faut que je termine l'Agnès avant le printemps. Régnier aussi fait un roman, Marie aussi, note. Henri de Régnier devait être en train d'écrire soit le divertissement provincial, Albin Michel 1925, soit l'entrevue, Ferenczi et fils 1925. Marie de Régnier, elle, pouvait être en train d'écrire le Chou, édition du Divan 1924, ou bien la vie amoureuse de l'impératrice Joséphine, Flammarion 1925. Reprise. Que cela leur est simple, si je n'imaginais pas que ce soit autre chose, je m'assiérais à écrire une histoire,
dont je déroulerai le fil au hasard. Quel arbitraire leur suffit. Personne que Leonardo, que moi, ne cherche autre chose. Nous cherchons un art qui soit nécessaire. Là serait la plus grande liberté. Je voudrais que l'histoire d'Agnès ne puisse pas être autre chose que ce qu'elle sera. Ainsi, la forme d'un corps est obligée par des nécessités internes, inéluctables. Une carotte ne peut pas être sphérique ou rectangulaire, et ce rythme en spirale qu'elle allonge sur le temps vient de sa plus profonde chimie. Leonardo continue de chercher une théorie du présent. Il me disait l'autre jour, le secret, c'est une question de contact. Quelque chose touche quelque chose, mise en communication de l'ensemble de la connaissance, en tant que potentiel, avec le fait. Le présent, c'est ce qui est plus qu'il n'est. Je frissonnais par l'âme. N'est-ce pas là tout mon livre, le présent, dans le De Libertate? C'est l'addition du passé et de la sensation donnée, l'addition des expériences passées à l'expérience donnée. J'étais toute seule quand j'écrivais cela en 1915. Pourquoi ai-je douté? Pourquoi ai-je pensé que l'on ne comprendrait pas? Pourquoi n'ai-je pas imprimé ces choses? Il me sera donné d'éditer les livres de mon ami, qui font le mien impossible. 9 janvier, plus 4 jours. Nous ne partons pas, maman a la grippe, et les 2 cuisinières, et le valet de chambre aussi. Temps glacial et pluie, la Seine monte, les vacances de Claude finies. Je l'ai ramené au beau collège de Jouy. Brimont, chez qui j'ai mis des cartes, m'invite samedi. Nous voici en paix, sans avoir su pourquoi nous étions fâchés. Si ce printemps 1922, 3 petits points. Voici Leonardo qui téléphone comme tous les jours pour me dire sa journée. Elle est telle. Il part chez monsieur de Béhague, il est 11h30, dont il surintende vaguement la bibliothèque. Il déjeunera, remonte chez lui rue de Villejuste, en redescend à 4 pour retourner rive gauche chez Dubos, remonte rue de Villejuste, corriger des épreuves, redescend dîner je ne sais où, tout cela à pied. Je réponds qu'il y a au moins une erreur d'ordre et qu'il s'épargnera quelque fatigue en allant de la rive gauche où il sera après le déjeuner chez Dubos un peu plus tôt. Il n'y a pas pensé. Il devrait téléphoner à Dubos mais ne sait pas son numéro. En affaire avec lui, Dubos fait bénévolement, je n'aime pas cet arrangement, copier des cahiers, notes. Grâce à Charles Dubos, Paul Valéry a maintenant une secrétaire à qui il donne régulièrement ses cahiers à taper à la machine. Reprise. Je n'aime pas cet arrangement, copier des cahiers. Il n'a pas eu l'idée d'inscrire ce numéro sur son carnet. Ce n'est pas ainsi que Leonardo procède. Il ne sait rien, n'ordonne rien, ne choisit jamais rien. Un monsieur passe et lui dit « Vous serez au point du jour demain matin à 9h. » Il y va. Mais une dame le mande, rue de la Chaussée-d'Antin à 10, il repart pour y être. Un raté lui a annoncé chez lui sa visite à 11. Il remonte chez lui. La princesse l'a invité à Versailles. Note.
la princesse de Bassiano. À Versailles, il y sera. Un débutant en peinture veut gâcher un portrait d'homme connu. Courons encore. 3 personnes israélites ont besoin de le montrer à leur thé. Puis il y a le service chez Mulfeld. On dîne ailleurs. Entre-temps, les autobus les moins habituels le portent de chez Gallimard au sommet de Montmartre. Il y a dans les yeux de Leonardo toujours question anxieuse. Je la lis bien, elle dit « Qui vais-je rencontrer? Qui va me pousser ailleurs ?» Comme il se sait objet, comme il attend tous ces mouvements des gestes des autres. 31 janvier avance, plus 20 jours. Quelques jours avant que nous ne partions, j'ai enfin obtenu que Leonardo me rendît mes lettres. J'ai promis de les lui rendre par testament. Je tentais de les classer. Il me semblait utile aussi de détruire ce qui était ou trop pauvre ou trop dangereux. Mais je ne crois pas avoir brûlé plus que 2 ou 3 bouts de papier des énormes liasses. J'ai vu qu'il n'était pas possible de rien enlever sans fausser notre histoire. Il faut que cela reste dans cet ensemble ou périsse tout à fait. Est-ce qu'il est bon de laisser pour ceux qui en auront de la curiosité dans l'avenir le témoignage de ce débat désespéré entre le cœur et l'esprit? Les lettres de Leonardo sont beaucoup plus belles que les miennes. Il habille d'un parfait français tout ce qu'il fut. Et avec mes lettres, Leonardo avait laissé des bouts de papier qu'il écrivait, soit en les recevant, soit en les attendant, et que j'ai trouvés. En relisant les lettres, j'ai trouvé une copie de lettres à André Gide que Leonardo avait écrite pendant sa semaine de Nice, des vers à René à René de Brimont. La lettre est imprudente et lâche. Il parle de son état, de son désir de suicide, et trop clairement de son désastre amoureux. Note. Cette lettre n'a pas été publiée dans la correspondance J de Valérie 1890-1942 établie par Robert Mallet. Gallimard 1955. Il raconte que René et eux, l'embrassent sur le front avec une pudeur antique. Sic. Les vers sont mauvais, même pour un malade. Il remercie d'un don d'œillet qu'elle lui avait fait. Cette antique chrétienne ne paraît point avoir été sans arrière-pensée. Et ils expliquent ma noirceur. Je suis la main que l'on ne peut saisir, qui frappe celui qu'elle avait su choisir. Pauvre, il n'est de mots M-A-U-X, il n'est de mots qui ne me viennent d'elle. Toujours dans ce paquet de littérature à 2, il y avait quelques appréciations de la main de Leonardo sur moi. L'une concernait, comme il dit, ces travaux que vous entreprenez, que vous ébauchez, et dont vous vous plaignez un peu à moi et beaucoup à vous-même de ne pouvoir les accomplir. J'ai mis le papier dans ma bonbonnière à pilules avec dessus « Remède à garder » ou « Médecine », je ne sais plus.
L'autre est pire. Et pire parce que ce n'est pas comme les papiers précédents, écrits en rage et en vengeance, mais bien au dos d'une des lettres les plus affectueuses que je lui ai adressées. Cette lettre de moi finissait par ces vers. J'aime celui qui ne sait pas à jamais où porter ses pas. Et manard mené, ne faites pas qu'un vent l'emporte où je ne suis pas, je vous supplie. Mais appliquez heure et malheur au même point de ce dormeur tel qu'il finisse sur le cœur de son ami, IE. La sténographie de Leonardo dit « Poésie de C, toujours ridicule ». Notons, renotons qu'au plus grand poète, il serait ridicule justement d'envoyer de l'ode, mais ce qui l'a blessé là, c'est l'espèce de sourire. Il lui eût fallu de l'amant, de la maîtresse, de l'ardeur, parce qu'il est déjà un vieux monsieur, même très mauvais. Ce vieux monsieur aurait trouvé très beau des vers pour jeune amour, s'il portait son nom. Et moi, j'ai écrit ces lignes gaiement, et non pour un satisfait quitte, mais je croyais que cela lui aurait fait plaisir, je le croyais. Il lisait, il annotait. Ridicule. Mercredi 6 février, Vence, plus une semaine. Nous sommes arrivés ici le mardi 22 janvier, ayant quitté Paris le 21 au soir. Leonardo avait quitté Paris le dimanche 20 par Montpellier, où il devait faire une conférence, voir sa mère 8 jours, puis arriver ici pour tout le mois de février. Note. Paul Valéry séjournera en effet à Vence du 10 février au 10 mars 1924. Le jour de son départ, nous nous sommes mal quittés. Je ne pouvais le regarder à cause de tout ceci, il ne comprenait pas. Il comprit le soir. Je lui écrivis. Il me répondit par une carte-lettre assez embarrassée. À la fin de cette carte-lettre, signée pour la première fois de son petit nom, comme pour se rapprocher, il me lègue ses cahiers sans condition, dit qu'il a laissé chez lui un papier à cet effet. Ainsi je partis un peu consolé, pourtant avec un sentiment désemparé, brusquement solitaire. Cet homme ne m'aimait pas. J'avais trop vu, trop lu ce que j'étais pour lui. Il ne m'a aimé peut-être que quand il a cru 8 jours que j'allais aimer Jean Marchand. Hélas, dans ces confessions sur bout de papier, dont j'ai retrouvé la collection éparse au milieu des paquets de mes lettres, il parle de moi, après beaucoup d'injures, comme d'un rara avim, note, comme d'un oiseau rare. On écrit avem quand on sait le latin, comme d'un être exceptionnel, d'où il aurait pu tirer de grandes choses. Jeudi dernier, 31 janvier, j'ai reçu un de ces mandements connus sur le ton de l'oukase.
avoir à dire par retour du courrier si je souhaitais ou non le voir. Sinon, il prendrait des dispositions pour partir immédiatement à Toulon hier, le climat de Montpellier augmentant ses maux, MAUX, névralgie, gorge, dents, abcès. Je télégraphiais « Venez si c'est une question de santé ». Le lendemain, la réponse par la dépêche était presque tendre. « Merci de tout cœur. Espère arriver dans quelques jours. » Que fait-il? Où est-il? Que croit-il? Que souhaite-t-il? Voici la corde qui tue, cette corde dont il disait qu'à peine on la sent, elle vous étrangle. Jeudi 7 février, le lendemain. Midi, rien au courrier, il n'a pas écrit depuis vendredi, jamais il n'a passé si longtemps sans écrire. Je me suis déjà demandé ce que je ferais, si j'irais, s'il était mourant, je n'irais. La famille, mensonge, cœur brisé sans le dire, horreur. Il vaut mieux donc autant ne pas savoir. Au moindre mal, il est entièrement démission. Je n'ai donc pas un mot à attendre. Même jour, soir, rien n'est plus curieux que de suivre ces états de l'esprit. Je commence à m'habituer à ne plus le vivre. Hier, j'ai rouvert une grammaire latine et une algèbre. Et comme une surprise, comme si ces couvertures de carton étaient le couvercle de la boîte de Pandore, mon passé en a jailli. Non point ces mots, MAUX, ces vertus. Quel goût sain, SAIN, et profond, avait cette tâche quotidienne, pour enfantine qu'elle ait été, sans avoir jamais eu qu'un frottis d'art et de science sur le cerveau. J'avais voulu m'enrôler dans les régions qui servent la connaissance. Je ne savais au juste lesquelles, médecine, sciences physiques ou l'érudition qui démêle les textes. J'avais 36 ans. C'était à Montpellier pendant la guerre, 1917-1918. Mais les légions du savoir ne s'ouvrent pas aux volontaires simples et sans grade. À 36 ans, j'ai passé mon premier baccalauréat. Il a fallu plus de volonté qu'il ne semble, apprendre ce que je n'avais jamais appris, me durcir contre le ridicule, bon vent, belle route, seconde sur tous les candidats de la session, et 87 points d'avance. Et quelques mois après, ivre de sinus et de cosinus, piaffant vers les sommets intelligibles, comme si je devais les atteindre d'un galop, je rencontrai cet homme-ci. Tout fini alors. Porte fermée en l'Olympe. Durant chaque année qui suivit, je ne m'appliquai plus que sur son œuvre. Voici 3 ans, non, presque 4, que je ne pense plus que vous, et je suis changée en cette femme que vous êtes au moment de dédaigner, parce qu'elle est infiniment moins intense et moins vivante que la femme d'alors. Très remarquable aventure, je comprends tout. Il ne me manquait que ses livres d'études et le passé qu'il retenait pour donner la solution de la question si choquante qu'il y a 10 jours à Paris. Je me suis posé. Quand, trouvant entre mes lettres ces notes sur moi-même écrites de votre main de Leonardo, j'ai pu mesurer la différence humiliante entre l'intelligence que je crois être
et l'opinion qu'il en a. C'est lui qui a raison. Je ne suis plus qu'une velléitaire aux expéditions de l'esprit. Il ne m'a jamais vu me courber sous une discipline comme je faisais jadis. Je suis devenu, en ce qui est des nourritures invisibles, un oiseau qui prend la becquée. J'existe depuis 1920 sur les miettes qu'il me passe. Je ne consomme que ce qu'il a trouvé. Et comme cela se lit dans le manuel brun de sciences naturelles, je suis en état de régression. C'est tellement logique que c'est amusant. C'était il y a 15 jours. On m'a remis le télégramme à 7 heures. Je suis tombé sur mon lit avec ce cœur que l'on a un instant après les très grands dangers. Pleurer beaucoup à larmes perdues me semblait la meilleure chose possible, et je ne l'ai pas fait, car il y aurait eu la trace des larmes sur mon visage. Une fois encore, cette fois encore, nous restions ensemble et alliés. Il est arrivé le lendemain. À quel danger avais-je échappé? Qu'aurais-je donc perdu d'irremplaçable? Vous n'êtes pas irremplaçable, Leonardo mio, mais vous êtes très difficile à remplacer quand on a, comme je l'ai, le cœur dans l'esprit. Dans votre sentiment pour moi, il y a un trouble qui n'est pas de l'intelligence et que je ne m'explique pas, qui vous rend une sorte de jeunesse, et je me sens vieillir d'y être tellement indifférente. Vous tenez sous vos cheveux gris des propos d'un homme de 30 ans que j'entends avec le malaise d'une femme qui serait froide et pieuse. Il faut donc que je sois à vous exactement dans la mesure où cela est nécessaire pour que ne passe pas ma puissance. 28 février, plus 4 jours. Il a neigé avant-hier tout l'après-midi. Le ciel entier tombait en matière blanche sur les orangers, sur les amandiers en fleurs, sur les petits toits de tuiles rouges. Leonardo dans le salon bleu. Vous ferez la salle à manger verte et blanche, la pièce de travail blonde et bleue, avait-il demandé quand j'achetais la maison. Leonardo dans le salon bleu peignait un de ces portraits de moi qui naissent tous les jours de tous mes gestes. Note. Paul Valéry a fait plusieurs portraits de Catherine Pozzi, au moins 3 huiles, une grande aquarelle et plusieurs petites qui sont restées fraîches dans les pages des cahiers de Catherine Pozzi, des eaux-fortes, des dessins au crayon à la sanguine, au crayon de pastel. Reprise, Leonardo dans le salon bleu peignait un de ces portraits de moi qui naissent tous les jours de tous mes gestes. Ensuite, nous nous amusions d'un livre de Bergson. 8 mars, plus 10 jours. Cet homme-ci part dans 2 jours. Il m'a rassasié 30 jours de son égoïsme et de son intelligence. Que nous nous comprenons au monde des idées, mais qu'il est médiocre au monde de l'amour. Aujourd'hui je suis seul, pendant qu'il promène Pierre d'Evoluy, note. Pierre d'Evoluy, historien et homme de lettres, spécialiste des Cévennes, des dialectes de Provence et des faits libres. Pendant qu'il promène Pierre d'Evoluy, qui est venu déjeuner. Discours intéressant après déjeuner de d'Evoluy sur les Camisards. Ennui énorme de Paul Valéry
qui n'avait plus le temps de parler. Visite avant-hier du jeune juif S. Note. L'identité de S n'a pas pu être établie avec certitude. Il est de ghetto inférieur, riche et beau, il est bête, quoique juif. Un juif n'a pas le droit d'être bête. Il a écrit un fuligineux roman que les éditeurs refusent, et à Paris, il y a 2 mois, Valérie m'aborde avec « Savez-vous le tour de cochon de S ? Il a fait accepter son roman par Gallimard en annonçant que je fais son portrait qui sera reproduit sur la couverture. S'y est engagé sans m'en prévenir, ne ferait ni son portrait ni ne le reverrait. Voilà qui m'en débarrasse. » Mais, à peine arrivé ici, Paul Valéry reçoit une invitation à déjeuner du jeune homme qui habite Nice, il n'y répond pas, puis finit par lui faire une visite et le jeune juif rend la visite. C'était avant-hier. Avant qu'il ne reparte, P.V. montre les portraits de moi qu'il tente de faire, non pour que le futur se plaise à ma figure, j'y suis chameau. Dixit le juif. Ah, que ne donnerais-je pas pour un portrait de moi par vous? Dites, maître, maître, faites-le, oh là là, tout de suite une esquisse. P.V. pris de court, rougit, pâlit, et comme un soldat que l'ennemi fascine, fuit en avant. Comment? Mais oui, vous savez, je cherche le modèle, dit-il à S qui se voit déjà peint, édité, reçu. Et cela continue, S insistant, V promettant, s'engageant à tout ce que l'autre souhaite, cependant qu'il voit qu'on le manœuvre, et pour quelle petite fin? Le soir, juif parti, je reste seul dans le cabinet bleu, je pleurerai. Ce n'était rien cette scène, mais quel cinéma saisissant de la vie que vit mon ami. 2 mois plus tôt, il se plaignait de ce jeune monsieur et voulait ne plus le voir. Face à lui, il n'ose rien, se fait obéissant, obséquieux, timide et cède indéfiniment. En vérité, c'est lui qui semble le rater. Que change le vis-à-vis qu'en sa place il y ait un éditeur, une belle-sœur, un fils. Valérie, tremblotant, rougira, pâlira de même, serrera les fesses et filera droit. C'est vous, c'est le même pourtant qui osa écrire « Se faire le cavalier de sa propre nature ». Note, Catherine Pozzi fait ici référence au thème du gladiator que Paul Valéry développe à partir des cahiers de 1917-1918 et qui vise à dresser la jument sensibilité prise. C'est vous, c'est le même pourtant qui osa écrire « Se faire le cavalier de sa propre nature » et des Allemands appliqués ont salué l'éthique de ce néo-grec. Quelle blague! Comment sauraient-ils ceux qui vous lisent que ce cavalier de sa propre nature signifie seulement de savoir mener son attention vers un problème de mathématiques ou de physique psychologique et l'y maintenir? Là, je vous admire. Je lui ai dit cela dans la fin de ce jour parce qu'il fallait que je le dise. Il s'est mal expliqué, puis a baissé la tête, puis m'a demandé si je préférerais qu'il ait du caractère et soit un con. Je ne voyais pas que ces états se conditionnent. Il m'avait trouvé, hélas, regardant la petite photographie d'André. Il l'a prise un moment après. Il l'a regardée. Durant le dîner, il ne parla pas, ce qui fait que la tendresse sous la pitié se prit à revivre et que, revenu chez moi, je l'embrassai en lui demandant pardon de ce qu'avaient d'un peu dur les mots du pasteur Jérôme Toutard. C'est ainsi qu'il m'appelle quand je suis moi-même, ou enfin quand je suis comme furent les miens. Je l'embrassai, je le tins suspendu à mes épaules, appuyé, cramponné à moi, comme se jette un enfant vers la protection qui pardonne quoiqu'elle gronde.
J'ai vu un moment ce groupe étrange dans le miroir. J'étais en blanc et j'étais assez pâle, j'étais droite, et je le soutenais. Il dit soudain, « Tout de même, j'ai eu le pasteur tout tard. » Et il se mit à rire, mais la réponse ne manqua pas. « Vous ne l'avez eu, ni moi, ni aucune de moi, car jamais rien de moi ne se serait abandonné à celui que vous avez été aujourd'hui. Pour que je sois à vous, il faut qu'il y ait en vous un autre personnage. C'est à celui-là que fut l'amour ou le consentement. Je n'ai pu aimer qu'en tant que vous étiez le contraire de ce que vous semblez être aujourd'hui. » L'après-midi, j'entre chez lui. Le diary, journal, est ouvert sur la table. À la date d'avant-hier, il y a. « Je vous demande pardon, dit Catherine. Voilà, se dit-il, une parole qui me coûtera cher. Voilà, pense-t-elle, une parole qui lui coûtera cher. » Qu'y a-t-il de plus hypocrite et pauvre que ce petit commentaire? Que penser de l'homme qui est encore tiède, des 2 bras passés autour de lui et du regard de la tendresse, mais dans le même moment inscrit que tant de douceur, compte bien se faire payer. Il entre, le voilà, il s'approche, se serre à moi, m'embrasse avec ferveur. Je le soutiens suspendu à mes épaules, appuyé, cramponné à moi comme avant-hier. Je suis en blanc et pâle, ses yeux sont pleins de larmes. Il part après-demain, ça m'est égal qu'il parte, qu'il pleure s'il veut. Je suis droite et je le soutiens. Je lui dis que j'espère qu'il va dormir, et je me dis à moi-même que cela m'est égal. Serez-vous seul, avec un E, serez-vous seul à mentir, âme littéraire? Vous m'apprenez à ne plus avoir confiance en personne qu'en moi. 21 mars, plus 17 jours. Cela fut un bel adieu, il y a 10 jours de cela. Cette petite chambre, blanchie à la chaux, était pleine de soleil. Quand il s'est enfin abattu en sanglotant comme un enfant qu'on fait avouer, j'ai mis, comme il dit, mon cœur près du sien. Il n'était plus l'ennemi, l'univers fermé, il n'était plus un autre. Guillemets. Je ne peux pas m'arracher de toi, répondait-il. Si je mens, c'est pour ne pas te perdre. Chaque fois ce qui te blesse vient de toi. Je réagis à toi comme une chose folle. Tu me fais peur et j'ai peur des abîmes, de ton éloignement. J'aurais raconté n'importe quoi pour éviter ces heures, cette nuit-ci. Et puis pardonne-moi pour le reste. Je suis comme je suis, c'est vrai. » Fin de guillemets. Et il consentait un instant à être ce qu'il est par cette petite phrase. Consentait, tombait d'accord que ce qu'il est, c'est en vérité quelqu'un de bien étrange. Comme je pouvais regarder votre visage ce matin, que le soleil était pur et la chambre tendre, et vous tenir sous mes yeux jusqu'à l'âme, c'est en de tels instants seulement, Leonardo mio, que je puis dire « Je vous aime ». Je vous aime, je vous aime, quand votre conscience tout entière s'ouvre à moi, quand vous avez déposé vos armes et dites la vérité. Leonardo est parti, il m'écrit tous les jours. Nous ne nous sommes jamais quittés, étant si proches. Nous allons peut-être nous aimer. Il m'a prié pour la première fois de me soigner, je tousse, qui sait. Ma dernière année, 1924, il y a un mois, je me croyais bien. Mais le côté droit manifeste une mauvaise existence. Je ne l'avais jamais senti encore. C'était le gauche. En partant, Leonardo me prit la main, me la fit mettre sur son cœur.
Ou bien peut-être toucha-t-il seulement son cœur de la sienne. Je vois une main sur sa poitrine. Je ne sais plus si c'est ma main ou sa main. Il dit gravement: « Tu es là, je t'emporte là. » Oh, qu'avant de mourir, Leonardo, j'arrache l'amour de ton esprit pour ton esprit, et que là où je vais, je l'emporte. Car je veux aller où existe l'amour. Non cette brûlante dispute d'ici, mais l'amour. Même soir, je vais me coucher. Je suis ce que je suis, moi aussi, cela est peu. Voici ma confession. Parce que je suis d'une lignée protestante, au sang fort, je ne puis vivre que dans la pureté d'abord, et je fais souffrir ensuite cet homme, en exigeant une rigueur d'âme qui lui est inconnue, impossible, à la seule fin non de servir un Dieu qui m'est incroyable, mais de me sentir à l'aise. Je mourrai après avoir traîné 10 ans de tuberculeuse en exil, occupé avec les moyens de l'amour à créer un héros, comme si en dépendait le salut de mon âme, ce qui n'est pas un but que je poursuive. Il ne reste de moi que ces cahiers qu'il faudra faire détruire. Il restera aussi Claude, s'il vit. Pâques, 20 avril 1924, plus un mois. Leonardo est en Italie. Maman m'a quitté il y a 10 jours. Jacques, le cadet détonnant, aussi. Leonardo s'en fut d'abord en Belgique, toujours pour les tournées de conférences. On l'a fait marchand commis, voyageur de l'esprit. Et après tout, cela n'est pas si mauvais ni si pauvre qu'il semble, car il allume beaucoup de feux dans beaucoup de têtes et sert la France. Après la Belgique, il passa peu de jours chez lui et repartit à Genève, d'où il fut à Milan, il est à Rome, il s'arrêtera ici quand il ira de Rome en Espagne. L'été ouvre le ciel et frémit de toutes les feuilles brusquement hors de l'hiver. Les Jean-Louis Vaudoyer sont chez moi pour 8 jours, Claude est venu en vacances. Rien, personne n'est plus charmant que Claude. Il est mince, fin comme les corps ne peuvent plus l'être. Sa voix est douce et parfaitement gentille. Son cœur a tant d'esprit qu'il touche même les imbéciles. Son cerveau peut tout ce qu'il désire. Je me demande plusieurs questions si je l'aime mieux que celui que j'aime le mieux. Je réponds parfois oui, je réponds oui, mais il ne faudrait pas que ce oui m'arrachât à vous. J'aime 3 fois. Claude, maman et le diable. Note. Nouveau surnom que Catherine Pozzi donne à Paul Valéry. Cela occupe le vrai amour, l'espace de Dieu. 26 avril plus 6 jours. Au vrai, cela m'ennuie d'écrire. Ces cahiers d'un journal sans fait et sans histoire ne se remplissent que parce que je n'ai pas d'amis, IE, et plus de confesseurs. Ce qu'ils contiennent est moins littérature que paroles adressées à la sympathie. De qui? De rien, de nul, je le sais bien. Ce lecteur est moi, cette oreille est la mienne, et ce cœur qui répond « Pauvre, pauvre petite Karine !» L'irrationnel de ceci, c'est que pourtant cela me console. Maman partie, Claude est arrivé, puis les Vaudoyer, avant les Vaudoyer pendant les derniers jours de la présence de maman et de Jacques André Gide, m'a fait une visite, note.
André Gide, mort en 1951, grand ami de Paul Valéry, avec lequel il correspondit pendant presque un demi-siècle, séjourne sur la Côte d'Azur. Le fondateur de la NRF n'a pas laissé de traces dans son journal de cette visite de curiosité à une Catherine Pozzi dont non seulement Paul Valéry lui avait parlé dès septembre 1920, mais avec qui il avait en commun ce double héritage familial mi-protestant, mi-catholique. Suite. André Gide m'a fait une visite. Il traversait Vence, ou plutôt il y passait quelques jours, et le peintre erre. Il est entré un soir vers 5 heures, s'est assis sur le fauteuil et, sans guère de préambule, m'a parlé. Cela dura presque 2 heures, de Valéry. Il voulait savoir ce que nous sommes. Je l'ai étourdi de métaphysique. Il est bête, comme les intelligents de métier. Leonardo arrive dans 1 heure. Serais-je heureuse demain? 11 mai, plus 20 jours. Il est resté du 26 avril jusqu'au 11 mai. Encore 2 semaines ajoutées au mois de février. Nous ne nous sommes presque pas quittés de l'hiver, et ces 2 semaines, nous aurions été heureux tous deux quoi? Mais lui a été heureux du moins. Je serais heureux si nous étions innocents. Et ces mots ne sont pas écrits, que je vois son visage au-dessus de mon épaule, les lisant, et que je sais ce qu'il va dire. Innocent! Quel fantasme chrétien traîne-t-elle encore? Ne riez pas, ne moquez pas. Mon maître et ami, nous sommes innocents, puisque vous êtes sincères, puisque je vous obéis par amitié. Je suis une très médiocre maîtresse. Je ne me donne plus à l'amour comme je l'ai fait pendant le premier automne, jusqu'à ce Noël ivre. Pour tout dire, j'ai peur. Cette terrible punition, ce poumon qui saigne tous les soirs, un sang si rouge, couleur de géranium, sans mots, MAUX, sans secousse, sans débat, pour avoir aimé tout un hiver, pour avoir accepté les extrêmes efforts de l'amour, son poids, son honneur, il m'a semblé être puni. Leonardo m'a été si dur alors. Il fut à la fois tellement exigeant, tellement égaré, tellement faible, que j'ai perdu comme à jamais confiance. Par moments, quelque chose en lui était... J'ai honte de céder à ces imageries démoniaques, si bien il ne me fallait pas tant de malheur pour ranimer les phobies de la créature profonde, si bien que, depuis, une irrésistible méfiance de mon ami, quand il est amant, me retient l'âme. Un amant, c'est l'homme qui vous protège, après l'étreinte. Mais nous sommes 2 enfants, qui se serrent dans la nuit, et s'il y a du danger pour moi ensuite, il ne me rejoint pas. Je crains d'aller à l'amour dans ses bras, et la superstition qui me domine a été si bien servie que je reçois ensuite chaque fois, comme la première fois, le malheur que j'attendais. Il est ridicule et très faible d'empoisonner le plaisir par les calculs d'une justice qu'on ne trouverait pas valable. Mais pourquoi paierais-je et non lui? Je ne lui parle pas de ceci. Quand j'en ai un peu parlé, il m'écoutait à peine. Mais, devant moi, je veux savoir. Il y a donc cette personne qui a peur dès qu'il me saisit. Une autre ensuite, il y a celle qui n'a pas envie. Je ne crois pas que ce soit la même, je crois que non.
mais je livre à ce papier ce moyen, dont l'ami ne se servit pas quand je le lui ai donné, si celle qui n'a pas envie avait envie, si celle qui a peur n'avait plus peur. Ah, ne pourrais-je pas retrouver le mouvement sans regret qui m'a donné à vous? Je copierai mon portrait qu'il a écrit l'autre matin, guillemets. Karine a le plus grand zèle pour le bien, le beau et le vrai. Quand elle en est sollicitée, sa voix monte à l'aigu et son doigt se lève. Elle s'agite et même s'allonge. Elle étonne les gens, les intrigue et les inquiète. Mais le temps change. Elle tombe dans un puits noir. Elle s'affale et se replie sur elle-même. Ses yeux se font presque imperceptibles. On n'entend de sa bouche qu'un murmure ou un gémissement. Elle sort brusquement de ce tombeau étrusque pour courir après quelque chose désiré. L'argent lui vient au doigt, puis l'objet, puis le remords, puis la satisfaction et l'approbation de soi-même qui jamais ne lui sont longtemps infidèles. Quand la vie lui revient, elle vole aux soins les plus ardents de la propreté de son corps. Elle se lave avec une sorte de foi. Elle se parfume comme si elle s'administrait un sacrement. Elle est bizarre, inégale, théorique, pleine de préceptes et de curieuses chapelles dans l'esprit. Chose plus étrange, il y a quelque part dans cette tête un homme vrai et de bon sens que tourmente tour à tour l'adolescent, la danseuse, l'actrice, le clergyman, le Don Quichotte, le sous-officier de hussards, le prophète, la girl et la gitane, la cocotte anglaise, la demoiselle protestante, l'étudiant de première année, la Jeanne d'Arc, la femme du monde, la demi-Savonarole et une foule de gens fameux ou illustres dont ce corps est possédé, etc. Fin de guillemets. Je ne sais pas. Leonardo, lié au cœur de mon cœur, si parmi tous ces gens, fussent-ils fameux, fussent-ils ridicules, que vous voyez en moi et qui vous sont toute la vie, la plus vivante créature est celle qui sera moi quand je mourrai. Ce ne sera pas une enfant de bonne volonté qui avait espéré être pure et comme éternellement transparente à je ne sais quel autre soleil. Paris, le 24 mai, plus 15 jours. Il y a 15 jours, avance, Leonardo, me prenant le bras, s'apercevait d'une grosseur qui était dans la région musculaire du biceps. Je n'y fis pas attention, il plaisanta mes muscles énormes. C'est seulement le soir, en prenant mon bain, que je vis cela qui était gros comme une grosse prune, mais ne faisait pas mal. Comme Leonardo partait 2 jours après, j'attendis son départ. Il allait en Espagne pour consulter un médecin de Nice qui n'y comprit rien. Je demeurai ensuite 8 jours avant, j'avais tout de suite pensé cancer. Je m'étais souvenu de m'être donné un coup à cet endroit quelques mois avant. Je pensais aux théories de Fitzgerald, de Pavie sur le cancer, causé par un déséquilibre du sérum et du sang.
Je rapprochais ces théories des circonstances fâcheuses où j'avais, par des injections de sérum antitétanique, mis mon propre milieu sanguin. Il est toujours plus simple d'attendre le pire. Mais pour voir le chirurgien, cela il le fallait, je me donnais une semaine encore et la passais dans mes roses. Après, au bout, le couteau et la vraie horreur, si je ne me trompais pas, le martyr. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à Aix, puis à Avignon. Je n'ai pris nul plaisir aux choses. Une espèce de nuit se levait de nouveau sur mon destin, encore que j'eusse décidé de ne pas y penser. Leonardo, d'ailleurs, écrivait peu et j'étais triste. Puis, quand il écrivit, ce fut pour dire ses succès. Il n'abrège pas d'un jour son voyage, mais moi, je sors de chez le radiographe et je l'ai fait parler. Hélas, tout ce qu'il expose avoue ce que je pense. Il demande l'examen histologique, il exige l'opération, il offre de me traiter ensuite au radium. Je ne réalise pas, pour parler anglais encore. Je suis comme celui qui s'entend condamné et n'entend pas. Lundi 26 mai 1924. Plus de jours. Le chirurgien Le Seine. Il est tel que je l'aurais inventé pour me plaire. On l'avait dit brusque. Il me demande: quel est l'âne qui diagnostique un cancer? Il croit un accès tuberculeux et opérera vendredi. Mardi 27 mai, lendemain. Pas de lettre de elle ce matin, il est à Barcelone. Mais sa lettre d'hier suffit à m'empêcher d'en souhaiter un autre. Une fois de plus, le voilà bien semblable à lui-même, indifférent quand il m'advient du mal. On n'est aimé que par sa maman. J'espérais toujours de mon ami que sa passion contint quelque part aussi douce que l'amour maternel. Il me semble que l'amour qui ne ressemble pas du tout à celui-là, qui n'en a pas au moins quelques moments, est une caricature. Maman revient de Vichy. Elle entre, elle crie: ton bras! Chère Lala, ici je te demande pardon d'avoir douté de toi très souvent. Samedi 31 mai, plus 4 jours. Ce soir, 6h30, maison de santé à Neuilly, professeur Le Seine, triste endroit, instruments, salle d'opération. Par-dessus tout ce moment, le souvenir de père, souvenir consterné comme humilié, souvenir du prince inconnu dans son propre palais, car cette science fut la sienne et jusqu'aux fins de l'Europe et jusqu'aux fins de l'Amérique, on savait que c'était la sienne. Mais personne ne me parle de lui, pas même le chirurgien qui m'opère le bras et me fait très mal. Je ne pipe pas. Rentré à minuit, je prends morphine. C'était une vieille ampoule d'une vieille boîte. 17 heures de vomissement. Mercredi 4 juin, plus 4 jours. Qu'y a-t-il dans ce bras? On m'en a fait couler cet abcès qui était dans le muscle, cas bien rare. Peut-être je devrais ordonner mes affaires, me préparer une fois de plus à partir. Pourquoi est-ce que j'écris ceci? Qui s'en souciera jamais? Parti, il n'écrira même pas un peu de mon histoire. Il ne lira pas les papiers que je pourrais laisser. Je suis comme un axe de sa vie, mais il ne me regarde pas. Jeudi 12 juin,
plus 8 jours. Je ne sais pas ce que j'ai fait depuis 8 jours. Inutile de noter des heures inutiles. Leonardo est venu tous les jours. Pourquoi vient-il? Il continue une habitude. Je ne le retrouve pas tant il est caché sous des préoccupations, des ambitions, des craintes, des phobies. Hier, il me parle d'un dîner chez Mulfeld le 16, où il y aura tout le monde, et me rapporte avoir dit à la dame « Si vous placez un académicien avant moi, je ne effe plus les pieds chez vous. » Dimanche 15 juin, plus 3 jours. Au goûter des Jean Troisier. Jean, J-E-A-N. Parmi quelques dames se trouve Paul Valéry quand j'entre. Auprès de lui sont 2 personnes endimanchées, à vie pâle, VIE, à voix plate, maladroite de mouvement et faisant les aimables. Je savais qu'elles y seraient à demi. Je souhaite cette rencontre. Ma femme, ma belle-sœur, dit-il d'un air étranglé, comme on dirait sans doute la guillotine. Une telle sottise vient d'elles deux que je n'avais même pas cherché à faire oublier qui j'étais. J'avais aperçu cette pauvre Janie l'autre hiver, et son profil doux m'avait ému. Je me suis fait alors sur elle un poème de sentiments. Mais elle n'est qu'une demoiselle Gobillard, et si entièrement sans remède. Le soir, revenu ici, assise dans la grande chambre, je vivais soudain le vrai passé de cet homme entre ces personnes fontaines d'ennui, entre ces 2 néants pour lesquels il faut acheter cependant des bottines, des chapeaux, et qui mangent les années ployées au ministère, ronds de cuir à s'abrutir et faire vivre cela qui est plus qu'à demi mort. Ensuite, j'ai compris tout le reste, l'évasion, même chez Mulfeld, et la folie quand je lui ai tendu à ce forçat de la famille mes mains. Je suis si fatigué, sans force, maigre au point extrême, et je vis je ne sais comment, et encore moins pourquoi. Après le lundi 16 juin, le lendemain. Lundi 16, dîner de 36 couverts chez Mulpilate. Je suis entre le comte de Chambrun et Priou di Rioux-Tintou. Note. Le comte Charles de Chambrun, envoyé extraordinaire et ministre de France à Athènes. Priou di Rioux-Tintou, G. Priou, artiste décorateur. Suite. Il y a là Painlevé, Barthou, note. Paul Painlevé, mort en 1933, ami d'enfance de Jean et Catherine Pozzi, malgré une importante différence d'âge, était passionné de musique, d'aviation, et avait établi, en s'opposant à Einstein, la théorie analytique en mathématiques. Il fut également, en tant qu'homme politique, un des fondateurs du cartel des gauches et président du Conseil en 1925. Barthou, Louis Barthou, mort en 1934, homme politique et historien, président du Conseil et sénateur, fut plusieurs fois ministre sous la Troisième République. Il fut élu à l'Académie française en 1918,
Boni de Castellane décrit celui que l'on appelle le ministre des poètes comme fin, érudit, courtois, souple comme un gant. Le 9 février 1934, alors ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Doumergue, il sera victime de l'attentat à Marseille perpétré contre Alexandre Ier de Yougoslavie. Reprise, Barthou, plusieurs La Rochefoucauld et beaucoup de Polignac, Boilev, Henri Bordeaux, note. Henri Bordeaux, mort en 1963, disciple de Paul Bourget, développa une œuvre romanesque très abondante sur les thèmes de l'ordre moral, de l'esprit de famille et de la foi traditionnelle. Il était à l'Académie française depuis 1919. Henri Bordeaux, des diplomates, dont mon frère Jean, des princesses, dont cette Murat qui court après ses cheveux et perd des parts de poitrine hors de toilettes incoordonnées. Enfin, après les glaces et le champagne, tout Paris se déverse sur les tapis. Vomissement de diamants, d'habits noirs. Je pars à 11 heures, m'étant vraiment ennuyé de ce chaos le plus brillant, le plus bruyant, ayant vivement entretenu Henri Bordeaux que je ne reverrai pas, de ses œuvres que je ne connais point, ayant salué quelques dames dont Brimont, qui cernait, importante, suave, des critiques dans les coins, et son volume va paraître, note. René et de Brimont allait publier des lettres inédites de son ancêtre, l'album de Saint-Point ou Lamartine fantaisiste, édition Plomb et Nourritte, 1924. Son volume va paraître, mais son dos s'arrondit. Mardi 24 juin, aujourd'hui. Plus 8 jours. Maison de santé le matin pour l'abcès au bras, même opération, le sein me fait très mal. La prochaine fois, je ferai l'idiote, je céderai à mes larmes, car la résistance à la douleur diminue de séance en séance. Visite de Leonardo, tout chaud d'avoir été déjeuner avec Bergson chez Joachim Murat. Note: la princesse Joachim Murat, née Bianchi, tenait un salon maurassien que fréquentaient Suarez, Bonnard, Massis, Bérard, Barès, Daudet, paléologue, Bergson et l'abbé Munier. Très bavarde, impulsive et catégorique, Thérèse Murat était surnommée la comtesse Tintamarre. Tout chaud d'avoir été déjeuner avec Bergson chez Joachim Murat entre Munier et Gladys de Marlborough. Bergson ne voulant pas que la mémoire soit spatiale, Leonardo me rapporte qu'il a dit que les souvenirs avaient un sens. On ne peut pas entendre une mélodie à l'envers, etc. Et que Bergson a été cloué. Ils se sont repris ensuite sur la morale, car j'entends ici un bafouillage général dont il semble que Munier même ne les ait pas sauvés, qui déclarait au comble de l'enthousiasme philosophique « Je suis un enfant, je suis un enfant !» Voilà. Mon bras est calmé,
Maman a fait peindre ma chambre en jaune parce que je la souhaitais en vert, je déteste le jaune, et le frère cadet, à demi revenu à son premier âge, à demi inspiré par son diable, pleure à côté parce que la femme de chambre lui a fait je ne sais quoi. Je regrette ma maison des palmiers verte et bleue dans le Midi. Mercredi 2 juillet, plus 6 jours. Dîner chez Mulfeld, présent elle, Paul Valéry, Anna de Noailles, Tristan de Rem, note, Tristan de Rem, mort en 1941, de son vrai nom Philippe Huc, fut l'émule de Toulet et l'un des poètes les plus représentatifs de l'école fantaisiste. Anna de Noailles, qui le connaît depuis janvier 1923, l'appelle le talent d'Achille, car c'est lui qui écrivit les discours de campagne d'Achille Fould. Suite. Anna parle pendant tout le dîner des critiques. Après le dîner, imite la comtesse J. Murat qui se permet, avec un verre de moi, d'en faire 100. Elle prend un de mes verres, en tire tout, des ficelles, du vieux papier, une omelette. Fin de guillemets. Catherine est encore acceptable parce qu'elle n'écrit pas. Jeudi 3 juillet, lendemain. Ordre de bourse tout le matin, nouvelle rencontre avec ma fortune, je doute que cela lui profite. Vendredi 4 juillet, lendemain. Je gagne sur la Royal Dutch, mais je n'ai pas eu la hardiesse d'acheter assez. 10h30, téléphone d'Hélène de Chimay, extrêmement affectueuse, mais does not belong to my stars, n'appartient pas à mes étoiles. 4h30, goûter, puis arrive mais Jean me fait dire de le rejoindre chez le comte Primoli, la béage qui nous emmène chez elle, voir un petit tapis de 500 000, etc. Mardi 8 juillet, plus 3 jours. De 5 à 7, Hélène de Chimay, Jean, Paul Valéry, Gonce, Jean-Louis Vaudoyer, très lasse, trop parler. Il y a un instant où dire une phrase dans un souffle qui manque est une espèce d'héroïsme. Personne ne le voit. Jeudi 10, plus 2 jours. Soir, de 5 à 7, pré-Cattelan. Puis Maricotte, elle est en blanc, un beau deuil sans chagrin, elle est jolie, elle est gracieuse et tendre. Présent, de point, Chaumex et jeune blond. Je parle avec animation de l'amour, je suis drôle, j'ai chaud, fleurs, tarte aux framboises. Après, mule Pilate, ou entre PV, Paul Valéry, guillemets, ah, crie-t-elle sur le ton des tsars morts. Pourquoi n'êtes-vous pas venu hier? Venu U. Fin de guillemets. Vendredi 11, le lendemain, 6 à 7, était avec Jean au polo, on ne jouait pas, grand mécontentement de Jean, perdu journée. Voilà 1 heure, voici 2 heures qui seront passées sans plaisir. Il a d'ailleurs pu faire visite au Maharaja de K, note. Le Maharaja de Kapurthala, célèbre pour son immense fortune, était prince souverain de l'état du même nom. A pu faire visite au Maharaja de K sur la route pendant que j'attends sur un banc.
Mon bras va mal, il suppure toujours, la nuit il me réveille, peu d'heures se passent sans le mal du corps. Samedi 12 juillet, lendemain, été au polo avec Claude à 5h30, Saint-Cloud. Revenu seul pour m'arrêter à la maison de santé, montrer mon bras le Seine, homme difficile à comprendre, avenance et brutalité, sourire et muflerie. Le bras va mieux, je repars triste, n'ayant pas compris ou trop bien. Mardi 15 juillet, plus 3 jours, pas sorti. À 3h, l'affaire B en correctionnel. Note. Catherine Pozzi voulait traduire devant un tribunal Édouard Bourdet, qui oublia très rapidement de payer la pension alimentaire que le jugement de divorce lui avait imposée. L'affaire B en correctionnel, mon avoué fait remettre. Elle, Leonardo, vient à 5 et nous allons au bois en prenant Jean dans la voiture qui continue sur Saint-Cloud et Claude. Précatelan, gracieuse femme en crêpe maroquin brun, arbres épais. Dimanche 20 juillet, plus 5 jours, téléphonage de Jean qui m'oblige à lui racoler des gens célèbres pour son thé. Il faut envoyer Claude avec lettre pour Marie et Munier qui refusent. Le thé Princesse E de Polignac en verre pomme. Anna de Noailles, Princesse de Chimay. Shekeyevitch, note, Marie Shekeyevitch, morte en 1964, fille du peintre Belgiojoso. Attends, il faut que je corrige. Belgiojoso, dessinatrice, fut la grande amie de Reynaldo Hahn et de Marcel Proust qu'elle rencontra en 1905 dans le salon de Madame le Maire. Mariée au fils du peintre Carolus Durand, elle fit une tentative de suicide qui l'auréola d'une certaine gloire et divorça. Devenue après la mort de Madame de Cavaillet, morte en 1910, l'égérie d'Anatole France, elle tint un salon que fréquentaient Hébrard, Blanche, Cocteau et Briand, et laissa ses souvenirs d'un temps disparu, édition Plomb 1935. Reprise, Shekevitch et ravissante Lady Machin, pas compris son nom. Anna parle de Colette, qui marche portée sur des vessies qui sont des fibromes et vante son talent. Contre Primoli Blafard, princesse de P, note, princesse Edmond de Polignac était la fille du milliardaire Singer, inventeur américain de la machine à coudre. Princesse de Polignac, aimable avec moi, mais me glace par cet œil d'acier, acier de machine à coudre. Jean, comme toujours mondain et sec, ennui considérable, me chipe ma voiture et ne me remercie pas. Mercredi 23 juillet, plus 3 jours, 6h, Anna de Noailles chez elle. Elle dit qu'elle n'est comparable à aucune autre, qu'aucune n'atteint à la beauté de ses joies et de ses douleurs, qu'il lui faut la vie complète et intense, que certaines personnes d'ailleurs délicieuses, merci, grotesque divine, peuvent vivre une vie diminuée dont elles ne s'aperçoivent même pas qu'à elles il faut tout. Rarement entendu discours aussi peu intelligent et même aussi odieux. Jeudi 24 juillet, le lendemain, guillemets, une vie diminuée dont je ne m'aperçois même pas. Le fiancé mort, le père assassiné, les 10 années apportées en souriant mon agonie,
Et le nouvel ami qui use de moi et s'en va. Mon bras me fait plus mal, j'ai la fièvre ce soir. Sans date. Du 24 juillet 1924 jusqu'en mai 1925, elle a été à l'agonie. Note de la lectrice, ceci est écrit par Catherine Pozzi dans son journal. Note. Catherine Pozzi tomba très malade. L'année du martyre, car le docteur Le Seine avait voulu nettoyer entièrement la plaie de son bras, irritant plus qu'il ne le soignait l'abcès tuberculeux qui s'était déclaré. De plus, Jean Troisier lui injecta dans le bras un vaccin constitué de son propre microbe. La surinfection se propagea, laissant Catherine Pozzi à l'agonie. Le journal, interrompu fin juillet, ne reprendra qu'au 1er janvier 1925.